Absolument, donc il y a une loi santé qui a été promulguée en 2016 qui établit très clairement dans les missions du CHU d'avoir des missions dans le cadre du soin, de l'enseignement, de la recherche, mais aussi de la prévention, et ça c'est quand même une grande nouveauté. Disons qu'il n'y a pas de traitement qui guérisse de l'infection par le VIH, comme on peut l'avoir dans d'autres maladies infectieuses. Je prends l'exemple des hépatites C, qui ont connu un bouleversement thérapeutique avec une éradication du virus. À l'inverse, pour le VIH, il y a eu des gros progrès thérapeutiques, on ne peut pas dire l'inverse, mais on n'a que des traitements qu'on appelle virostatiques, c'est-à-dire qui ne tuent pas le virus, ils permettent de limiter sa multiplication. Et donc, pour les gens qui sont bien observants, qui prennent bien leur traitement, pour les gens qui le supportent bien, pour les gens qui y ont accès, parce que à travers le monde, tout le monde n'y a pas accès, effectivement, on arrive à juguler cette infection, à la traiter, mais pas à la guérir. Donc il y a une petite différence sémantique entre guérir, qui est se débarrasser d'une infection, tout en arrêtant le traitement, et puis guérir, et puis donc traiter, qui est simplement permettre de vivre, disons, avec ce virus. Pourquoi la prévention ? Parce qu'actuellement, on a un nombre de contaminations qui reste stable d'une année sur l'autre, qui même dans certains pays s'accroît. Et c'est évidemment quelque chose qui paraît un petit peu intolérable sur le plan, je dirais, sociétal. Donc il faut revenir effectivement à des bases de la prévention qui étaient plus présentes finalement, paradoxalement, il y a de nombreuses années quand il n'y avait pas de traitement parce que les gens étaient très sensibles. Maintenant, comme on entend dire, ce qui est vrai, que le pronostic de l'infection par le VIH est meilleur sous traitement, les gens s'éloignent de cette prévention. Il faut donc la remettre au premier plan. Et pour ça, c'est la lutte contre effectivement les relations sexuelles non protégées. Donc le préservatif garde sa place pleine et entière dans ce dispositif. Il permet en plus de lutter contre d'autres maladies transmises sexuellement. C'est la lutte contre les conduites addictives qui parfois liées au sexe, qu'on appelle le chemsex, permettent d'avoir des relations un petit peu plus débridées, plus à risque, etc. C'est la lutte toujours contre la toxicomanie intraveineuse, qui même si elle est moins importante, cette toxicomanie, les gens qui sont touchés sont très porteurs du VIH. Et puis c'est aussi donc la mise sous traitement des personnes séropositives qui contribuent à la prévention. Je m'explique. Quand quelqu'un est traité, il a à ce moment-là un virus qui est quasiment inexistant dans le corps, mais toujours présent, puisque je vous ai dit qu'il n'en guérissait pas. Mais donc il est très peu contaminant, pratiquement pas. On va dire que le risque de contamination est quasi nul lorsque quelqu'un est en contact avec une personne séropositive traitée. Donc le traitement des personnes séropositives contribue à limiter l'extension de l'épidémie, donc c'est une notion importante. Non, en ce sens que le dépistage, on a tenté de faire un dépistage recommandé à la population générale, mais il n'aurait de sens que s'il était répété en permanence, puisqu'on aurait à un moment donné, d'abord, un dépistage obligatoire et inaccessible, je dirais, dans les faits, et deuxièmement, il faudrait le répéter tellement régulièrement que ça n'aurait pas grand sens. Ce d'autant qu'on sait très bien qui sont les personnes à risque. Ça n'est pas faire une stigmatisation que de l'exprimer, c'est simplement cibler les campagnes de prévention et de dépistage sur les personnes les plus vulnérables à cette infection. Actuellement, il y a une recrudescence très forte de l'infection par le VIH dans la communauté homosexuelle masculine. C'est un fait acquis, qui est tout à fait bien noté. Deuxièmement, parmi les personnes originaires de pays où la prévalence, la fréquence du portage du VIH est très importante. Il y a des pays dans lesquels, effectivement, 15, 20, 25% de la population porteuse du VIH. Et donc, les personnes originaires de ces pays sont également des personnes, bien évidemment, à cibler dans les campagnes de dépistage. Et puis, malgré tout, même s'ils ne sont pas très nombreux, les personnes qui utilisent des produits par drogue intraveineuse, qui évidemment restent aussi. Dans la population, disons, non homosexuelle masculine, non originaire de pays, bien sûr qu'il y a des risques, ils sont nettement moins importants et les actions méritent d'être moins soutenues. Ce qui a été recommandé par le groupe que je préside, c'est de faire un dépistage au minimum tous les ans dans les groupes clés, comme on les appelle, c'est-à-dire les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les personnes originaires de pays de haute endémie VIH et les toxicomanes intraveineux, et dans la population dite générale, par ailleurs, un dépistage au moins une fois dans la vie, c'est-à-dire faire le point, et puis après en fonction des prises de risque. Alors, l'importance de ces visites est primordiale parce qu'on a réfléchi qu'à partir du moment où il n'y avait pas de vaccin, la possibilité d'avoir de façon combinée prévention, dépistage, accès aux soins, suivi, ne pouvait vraiment bien se faire en première approche que dans les grandes métropoles. Et ça, c'est au niveau mondial. Ce que je vous dis là serait encore plus vrai dans des pays d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est ou d'Europe centrale. Et les grandes métropoles sont les moteurs, on va dire, des actions combinées qui peuvent se faire avec tout le panel de prise en charge. Si on arrivait
Et on a les moyens, hein, c'est déjà San Francisco par exemple, qui combine des actions de ce type depuis longtemps, voit très clairement le nombre de nouveaux cas d'infection par le VIH diminuer d'année en année dans sa communauté. Est-ce que vous êt pour le remboursement des préservatifs ? Ce serait une avancée ? Ah oui, donc j'ai entendu, comme beaucoup à la radio, Agnès Buzyn exprimer cette perspective. Ça me semble aller dans le bon sens, tout à fait. Évidemment, on peut peut-être espérer aller encore plus loin avec une mise à disposition indépendamment des consultations qui ont été énoncées, mais c'est déjà un bon point. Ces consultations permettent en plus de parler effectivement de prévention, de dépistage avec la population, même si elle vient vous voir pour une autre raison, donc ça va dans le bon sens, bien sûr. Alors, le Bordeaux a adhéré au réseau Ville sans sida d'emblée. C'est un engagement politique du maire parce qu'il faut lutter férocement contre la maladie et c'est dans une municipalité qu'on est le plus proche des citoyens. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que l'ensemble de la population soit avertie, informée, dépistée, traitée quand il y en a besoin et que l'ensemble des acteurs soient coordonnés, agissent ensemble. On a de très nombreux acteurs qui agissent, que ce soit des acteurs institutionnels, politiques ou associatifs. Et l'objectif, c'est de mettre ensemble tous les acteurs pour savoir ce que chacun fait et pour que chacun fasse en complément les uns des autres dans des actions au profit évidemment de la population. Voilà, ça va permettre de mieux coordonner les actions. Et alors le deuxième niveau, c'est que j'espère que Bordeaux sera entre guillemets tête de pont régionale, c'est-à-dire on rentre dans cette dynamique et on va demander ou inciter ou voir avec les villes de la Nouvelle-Aquitaine, si elles veulent s'impliquer, on peut leur donner des moyens ou leur donner en tout cas des méthodes pour être plus efficaces. Mais il ne faut pas oublier non plus le monde rural. Et c'est dans cette dynamique que voudrions nous inscrire, sans doute avec l'ensemble des associations qui sont toutes sur le territoire, avec aussi l'Agence régionale de santé qui s'impliquera évidemment dans cette dynamique. Donc Bordeaux comme point de départ et comme une espèce de rayonnement au niveau régional. Non, il ne s'agit pas de coordonner, il s'agit d'être de point de départ, de dire voilà comment on peut faire et on peut, les méthodes qu'on a utilisées, on peut les partager avec vous, par exemple. Et puis le troisième point, c'est Ville sans sida, c'est un réseau mondial. On était à 80 villes il y a 6 mois, on est maintenant à 200 villes qui sont rentrées dans le réseau et de très nombreuses villes sont dans cette dynamique-là. En France, Lyon vient de rentrer, Nice va rentrer, Montpellier va rentrer. Et nous, Bordeaux, on a 18 villes jumelles et en particulier des villes francophones comme Casablanca, comme Oran, comme Bamako, avec qui on va travailler et parler la semaine prochaine, comme Québec, avec qui on a déjà parlé. Et cette dynamique internationale nous intéresse aussi parce que le sujet est local, régional, mais aussi national et international. Déjà, les moyens sont des moyens matériels, les locaux, le directeur des services de la santé et de la prévention qui est complètement impliqué dans la dynamique. Et puis, on va trouver des moyens éventuellement financiers locaux, mais aussi on va demander à des mécènes et à des gens du privé de venir nous aider, et ça a déjà commencé, et on va avoir des moyens supplémentaires qui vont être donnés là où, simplement, la coordination n'étant pas là, les acteurs mécènes éventuellement n'étaient pas concernés ou impliqués. Et ça va donner une dynamique. Développer la prévention, développer le dépistage, s'assurer que toute personne qui doit être traitée est vraiment traitée. Donc moi je crois qu'une des actions majeures et phares qui va être mise en place aussi à Bordeaux, c'est impliquer le monde libéral et la médecine générale. La médecine générale, pour des raisons historiques, a été exclue du système. C'était comme ça. On considérait que les médecins généralistes n'avaient pas à prendre en charge ces patients, qui étaient une pathologie compliquée. Maintenant on sait qu'en termes de prévention, en termes de dépistage, les libéraux sont bien en place, et donc il faut redonner une dynamique vers le monde libéral. Donc l'ensemble des acteurs concernés, les médecins, les soignants, les associations, les bénévoles et le politique.